Le plan de cette présentation, on va commencer par une introduction, intérêt de la question, puis on va entamer l'ithioépidémiologie, puis on va voir les lésions anatomiques observées lors des endocardites infectieuses. Après, on va entamer la présentation clinique, les pathologies qui peuvent avoir la même présentation clinique qu'une endocardite infectieuse. Puis on va voir les complications qui peuvent émailler l'évolution des malades atteints d'endocardite infectieuse. Et on terminera avec le chapitre thérapeutique. Donc, comme définition, les endocardites se définissent comme la présence de lésions usturo-végétantes liées à la greffe sur l'endocarde valvulaire, beaucoup plus rarement pariétale, ou sur une prothèse intracardiaque d'un micro-organisme, le plus souvent bactérien. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive sur l'image de gauche, c'est des images péropératoires de patients opérés pour une endocardite infectieuse avec la présence de cette masse au niveau du corps de la petite valve mitrale. Et sur l'image de droite également, une grosse végétation au niveau du bord libre de la grande valve mitrale. Donc, l'intérêt de la question, les endocardites infectieuses sont des affections heureusement peu fréquentes, dont l'incidence annuelle est de l'ordre de 30 cas par million d'habitants par an. La prédominance, elle est masculine, elle touche 2 hommes pour une femme. Pour les endocardites sur prothèse représente 20% des cas. Le diagnostic de cette affection est très difficile et repose sur un faisceau d'arguments cliniques, bactériologiques et échocardiographiques. L'endocardite infectieuse est malheureusement une affection très grave avec un taux de mortalité qui varie entre 15 et 20% des cas. Et le traitement est à la fois médical et chirurgical. On va voir après pourquoi. Donc, sur le plan épidémiologique, certains patients sont prédisposés à développer des endocardites infectieuses. Donc, ces patients peuvent être à haut risque ou à risque moins élevé. Donc, quels sont les patients porteurs de cardiopathie à haut risque? On a les patients porteurs de prothèses cardiaques, que ce soit en position mitrale, en position aortique ou les deux à la fois, voire même en position tricuspide. Et les patients ayant déjà fait des tableaux d'endocardite infectieuse. Et enfin, les patients porteurs de cardiopathie congénitale cyanogène non opérée, comme la tétralogie de Fallot. Il y a des cardiopathies à risque moins élevé, comme les malades porteurs d'une valvulopathie au stade opératoire ou non opérée, comme les fuites aortiques, les fuites mitrales et les rétrécissements aortiques. Les malades ayant une fuite mitrale par prolapsus de la valve mitrale. Les malades porteurs d'une cardiopathie congénitale type bicuspidie aortique, comme vous savez tous que la bicuspidie aortique, c'est la présence de 2 cuspes au lieu de 3 au niveau de l'orifice aortique et c'est la cardiopathie congénitale la plus fréquente. Les patients également porteurs de cardiopathie non cyanogène, sauf les SIA comme les CIV, la persistance du canal artériel, etc. Et enfin, les cardiomyopathies hypertrophiques non obstructives avec un souffle à l'auscultation. Donc, il faut savoir également que l'endocardite peut survenir en absence de toute cardiopathie dans 30% des cas sur des patients ayant un cœur sain, c'est-à-dire qui n'est pas porteur d'aucune cardiopathie. Et cela est lié à la virulence du germe. Donc, l'apport d'entrée, elle est retrouvée dans les 2 tiers des cas. Par ordre de fréquence, on a les portes d'entrée bucco-dentaires chez les patients porteurs de caries dentaires, digestifs, urogénitales, cutanées et ORL. Dans les endocardites infectieuses nosocomiales, l'apport d'entrée est le plus souvent un cathéter vasculaire. Donc, c'est le point de départ des germes qui vont adhérer et détruire notre tissu valvulaire. Donc, quels sont les germes responsables? On a plusieurs germes. Le streptocoque est le germe le plus fréquent. Pour le staphylocoque, il devient en 2e rang, mais il est plus grave vu son caractère destructeur. Donc, il entraîne des dégâts
anatomiques importants. On a le staphylocoque aureus ou doré ou aquagulase négatif épidermidus qui survient généralement sur les malades porteurs de prothèses cardiaques. Les autres micro-organismes, on a les entérobactères, les bacilles négatifs, les pseudomonas, les pneumocoques qui donnent des tableaux d'endocardite infectieuse aiguë. Les champignons et les levures, comme les candidats albicans, qui donnent des formes d'endocardite infectieuse graves. Pour les endocardites infectieuses à hémoculture négative, dont le taux varie entre 10 et 20% des cas, quelles sont les causes de la négativation des hémocultures chez ces malades ayant une endocardite infectieuse? Soit ces malades ayant reçu déjà un traitement antibiotique préalable, soit on est devant un micro-organisme à croissance lente ou difficile, comme le groupe de ces germes HACCEK. Et enfin, on a les germes à croissance intracellulaire, dont le diagnostic nécessite des sérologies ou des milieux de culture tissulaires ou des valves spécifiques. Maintenant, on va voir l'anatomopathologie. Donc, pour les endocardites infectieuses sur valve native, on a parlé de deux processus, destructif et constructif. Le premier processus, c'est on peut avoir soit une simple échancrure au niveau du bord libre, soit on a une perforation valvulaire, je vais montrer dans les diapositives prochaines, une perforation valvulaire, ou mutilation, donc il s'agit d'une destruction plus ou moins complète de la valve. On peut voir des ruptures de cordage tendineux dans les localisations mitrales ou tricuspides, comme on peut voir la formation des anévrismes ayant la formation d'un doigt de banc. Pour le deuxième processus constructif, c'est la formation des végétations. Ces dernières sont constituées de fibrines, de plaquettes et de bactéries. Les végétations peuvent être sessiles, pédiculées, de longueur variable, pouvant être 4 à 5 cm, avec un risque plus ou moins important selon la taille et la mobilité de ces dernières. Comme vous voyez dans cette diapositive, sur l'image de gauche, on a une image post-mortem d'un malade porteur d'une mucus-fidie, comme vous voyez ici dans cette diapositive. Au niveau de l'orifice aortique, on a deux cuspes aortiques. On voit ici la perforation engendrée par ces germes. D'accord? Et sur l'image de droite, on a une image péropératoire d'un malade opéré pour une endocardite mitrale. Comme vous voyez ici, la végétation au niveau du bord libre de la grande valve mitrale, cette végétation, elle est volumineuse. Pour les endocardites infectieuses qui surviennent chez les malades porteurs de prothèses cardiaques, donc les prothèses, comme vous savez tous, peuvent être biologiques, mécaniques. Pour les biologiques, peut entraîner des perforations valvulaires. L'infection reste le plus souvent limitée au niveau du cuspe de la prothèse. Pour les prothèses mécaniques, l'infection ne touche pas les éléments mobiles de la prothèse, mais la colonne d'implantation s'étend souvent à l'anneau valvulaire aux structures de voisinage. Je vais vous montrer après dans les diapositives prochaines les dégâts anatomiques engendrés par les endocardites qui surviennent sur des prothèses mécaniques. Donc, ils donnent des tableaux d'abcès annulaires, des insertions de la prothèse, qui nécessitent parfois une intervention chirurgicale urgente. Endocardite infectieuse pariétale, donc ce sont les endocardites localisées autour d'un défaut septal congénital, comme chez les enfants porteurs de CIV. On observe surtout les septicopuriémies fongiques chez les malades immunodéprimés, notamment après transplantation cardiaque, puisque c'est des malades qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. Donc, vous voyez ici un patient qui a été opéré au sein de notre service en état de choc septique sur une endocardite infectieuse du cœur droit. Vous voyez ici le matériel de stimulation endocavitaire. D'accord? Avec l'importance de végétation autour de ces centres de stimulation endocavitaire. Sur l'image de droite, c'est un jeune patient également opéré au sein de notre service, âgé de 23 ans, porteur d'une prothèse en position aortique. Vous voyez, il a été opéré avec une désinsertion presque complète de la prothèse aortique, avec un véritable abcès annulaire aortique. Les lésions cardiaques observées dans les endocardites infectieuses compliquées, on peut trouver
lors des explorations, que ce soit échocardiographiques ou péropératoires, des abcès cardiaques, des péricardites supérieures ou non, des myocardites et enfin des embolies coronaires. Donc, sur le plan physiopathologique, on a trois étapes qui interviennent dans le développement de l'endocardite infectieuse. D'abord, lors d'une première étape, on assiste à un dépôt de fibrine et de plaquettes sur l'endothélium valvulaire facilité par des lésions endothéliales préexistantes. La deuxième ou la seconde étape comprend la greffe des bactéries à la suite d'une bactériémie transitoire. Donc, le germe, après avoir franchi la porte d'entrée, après une bactériémie, donc il va se fixer au niveau par le biais des adhésions bactériennes, au niveau de l'endocarde valvulaire. La dernière étape consiste en une survie à une multiplication des bactéries malgré les mécanismes de défense de l'être humain, puis la dissémination causant une extension locale de l'infection avec apparition d'abcès ainsi qu'une incidence cardiaque par destruction valvulaire. De plus, la végétation peut se fragmenter, responsable d'emboles septiques ou non septiques. Donc, les emboles peuvent donner des abcès spléniques, des abcès rénaux, des infarctus mésentériques et voire même des abcès cérébraux. Durant cette étape, on a également une dissémination des bactéries avec l'apparition de foyers septiques partout, dans tout le corps, foin, la rate, cerveau, etc., avec largage d'antigènes avec apparition du phénomène de vascularite. Je vais vous montrer après des vascularites à la suite de la formation de complexes humains circulants qui peuvent donner des tableaux d'arthrite septique, des GNA, des atteintes rénales. Donc, pour les altérations endothéliales, c'est des micro-ulcères avec formation de microthrombus qui peuvent résulter de lésions mécaniques provoquées par un flux sanguin turbulent, des électrodes et des cathéters. L'inflammation comme dans la cardite rhumatismale, modification dégénérative chez les patients âgés. Donc, toutes ces altérations provoquent une endocardite thrombotique non bactérienne qui facilite l'adhésion bactérienne. Puis la bactériémie transitoire, spontanée ou lors d'un geste invasif, par exemple lors des soins dentaires, etc., transforme ce caillot en un thrombus local septique qui donne lieu à un processus local avec formation de végétation, de perforation, voire même mutilation valvulaire. Processus embolique avec des charges répétées d'emboles septiques dans tout l'organisme. Et enfin, un processus immunologique secondaire à la formation des complexes humains surplus. Revenons maintenant à la présentation clinique. Les symptômes sont très variables d'un patient à un autre. Donc, la fièvre, ce qui rend le diagnostic difficile, la fièvre élevée accompagnée de frissons est le signe révélateur le plus important lorsqu'elle survient chez un patient déjà connu ou porteur d'une valvulopathie ou d'une prothèse valvulaire. Parfois, uniquement, on a une simple asthénie, perte d'appétit, chute pendurale, des sueurs nocturnes, des douleurs articulaires ou musculaires associées ou non à un fébricules. Le diagnostic est alors retardé, risquant de se faire à l'occasion d'une complication. Il y a des malades qui viennent consulter après avoir fait des complications, comme des AVC, des ischémies du membre ou lors d'exploration du poussé d'insuffisance cardiaque. Pour l'examen physique, l'auscultation cardiaque, soit on a l'apparition d'un souffle de régurgitation lié à la destruction soit de la valve mitrale, valve aortique, type ou toutes ces valves. Modification si on connaît déjà les caractéristiques d'un souffle préexistant. Donc, les signes périphériques ont une grande valeur diagnostique, mais malheureusement sont des signes inconstants, comme la splénomégalie, elle est modérée, mais elle est inconstante. Les signes kétanomiques qui sont retrouvés dans 30% des cas, mais ont une grande valeur diagnostique. J'insiste là-dessus, il faut retenir ces signes cutanés. D'abord, c'est le faux panari d'Osler. Ce sont des nodosités éphémères, rouges et douloureuses, siégeant au niveau de la bulle des phalanges distales des doigts des orteils, qui ne suppurent jamais et sont éphémères. Deuxième signe cutané, c'est l'érythème hémorragique palmaire ou plantaire de John Way, qui est un signe clinique rare, et pétiché à centre blanc, le plus souvent localisé à la muqueuse buccale et conjonctivale. Donc, d'où l'intérêt d'un examen somatique complet. Les taches de rote, cotonneuses de rote, sont retrouvées au niveau de la rétine après un examen en fond d'œil.
L'examen somatique minutieux à la recherche de la pente d'entrée, j'insiste là-dessus, il faut toujours rechercher la pente d'entrée, qu'il faut la traiter de façon concomitante au traitement de l'endocardite infectieuse pour éviter les rechutes et les récidives. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, sur l'image de gauche, c'est le faux panari d'Osler. Ce sont des petits nodules qui siègent au niveau de la vulve des doigts, des dos du orteil, rouges, violacés, douloureux et fugaces. Et sur l'image de droite, on a le plaqueur érythémateux de John Way, qui sont des lésions papillaires érythémateuses dont le diamètre varie de 1 à 4 mm, qui sont irrégulières et qui siègent au niveau des éminences tinare et hypothénaires. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, les nodules cotonneux de la rétine, qui représentent les taches de Roth, observées lors de l'examen au fond d'œil de ces malades. Purpura pétuchiale, comme vous voyez dans cette diapositive ou ces images, secondaire à une vascularité. Donc, quels sont les examens complémentaires? On a deux piliers, c'est les hémocultures et l'échocardiographe. Pourquoi il faut réaliser des hémocultures? Pour identifier d'une part le germe responsable de ces dégâts anatomiques observés au niveau du corps, et d'autre part pour savoir ou connaître les antibiotiques à utiliser pour combattre ou tuer ces germes. Donc, les hémocultures, elles permettent d'identifier le micro-organisme responsable dans 90% des cas. Pour réaliser 3 prélèvements sanguins veineux en moyenne doivent être réalisés sur une période de 24 heures avec un intervalle de 5 minutes ou de 1 à 2 heures. Le sang ne doit pas être prélevé à travers d'un cathéter qui peut être contaminé. Ils sont répétés durant 2 à 3 jours si les hémocultures initiales sont revenues négatives. La majorité des germes sont identifiés dans la première semaine de culture, mais il faut parfois une période plus longue pour des micro-organismes à croissance difficile comme le groupe HACCEK ou le streptocoque déficient et les levures qui nécessitent des durées de culture longues. Donc, vous voyez dans cette diapositive un prélèvement veineux pour la réalisation des hémocultures. Donc, le sang est prélevé au niveau des milieux de culture aérobique, anaérobique, etc. Le deuxième pilier pour le diagnostic, c'est l'échocardiographie. L'échocardiographie, c'est un examen qui repose sur l'utilisation de l'ultrason et permet d'affirmer le diagnostic devant des lésions caractéristiques. Le cardiologue peut visualiser les dégâts anatomiques causés par ces germes. On peut voir les végétations, les abcès annulaires et les perforations valvulaires. Le cardiologue permet d'apprécier les dégâts valvulaires, le risque embolique des végétations devant deux paramètres, la taille et la mobilité des végétations dont on a déjà parlé de ça. Le cardiologue permet de rechercher des complications, à savoir les abcès annulaires, les abcès intracardiaques, les fistules, comme les fistules entre les cavités cardiaques, les désinstallations récentes d'une prothèse, rupture de cordage, que ce soit en position neutrale ou tricuspide, et les néoformations comme les anévrismes des sinus de Valsalva. Le cardiologue peut quantifier la régurgitation valvulaire et apprécier le retentissement hémodynamique. L'écho permet une surveillance évolutive sous traitement. Une fois le malade est mis sous traitement antibiotique, le cardiologue peut suivre le malade sous traitement antibiotique. Mais également, c'est un examen qui a des défauts négatifs, comme on peut visualiser des végétations séculaires et stérilisées par le traitement antibiotique adapté. L'icotronçosovagien. Dans certains cas, le cardiologue est obligé de pousser les explorations en faisant une échoparoi tronçosovagienne, puisque lorsque l'échothoracique est de qualité insuffisante ou non concluante. C'est généralement chez les malades porteurs de prothèses ou si on est devant un patient avec PAV ou si on suspecte un staphylocoque. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, j'ai fait des illustrations par des images de végétation de la valve tricuspide à l'ETIO. Comme vous voyez ici, cette végétation en position tricuspide sur l'image de gauche. Et on a ici un abcès aortique à l'icotronçosovagienne, un abcès non fusilisé en position aortique. Dans cette diapositive, on voit sur l'image de A, végétation pédiculaire sur la face ventriculaire du sigmoïde aortique. Et sur l'image de B, une image
de deux végétations très mobiles sur la face auriculaire de la grande valve mitrale, qui sont indiquées par la flèche jaune. On voit dans cette diapositive une végétation pédiculaire sur la face auriculaire de la valve mitrale, menaçant de se rompre, donc d'engendrer un accident embolie. Il y a également d'autres examens, comme l'ECG, il permet de nous donner des informations sur les troubles conductifs en faveur d'un abcès de l'anneau aortique. Comme vous savez tous, c'est que le faisceau de His passe au niveau de la jonction coronaire droite. Donc, la présence d'un abcès à ce niveau peut engendrer des troubles de BAV d'origine infectieuse. Pour la biologie, on a plusieurs examens, comme la numération formule sanguine, à la recherche d'une anémie normocytaire normochrome et une hyperleucocytose. Bilan inflammatoire comme la CRP, la fibrinogen, vitesse de sédimentation, qui sont accélérées à la première heure. Bilan immunitaire à la recherche des complexes humains circulants, facteurs hématoïdes. Et sans oublier de faire un bilan rénal, recherche une hématurie, proteinurie qui témoigne d'une atteinte de glomérulaire secondaire au dépôt des complexes humains circulants au niveau de ces structures. Et on termine avec le subir si on suspecte une porte d'entrée urinaire. Pour la recherche de la porte d'entrée, certains examens complémentaires sont nécessaires, comme la panoramique dentaire, la fibroscopie gastrique ou coloscopie, si on suspecte un germe d'origine digestive, échographie ou scanner abdominopelvien en cas d'un germe d'origine urinaire, scintigraphie rachidienne ou IRM scanner en cas de suspicion de spondylodiscite. Donc, on a déjà parlé que l'endocardite est de diagnostic difficile. Donc, il y a des critères diagnostiques de Duke modifiés. On a des critères majeurs et des critères mineurs. Pour les critères majeurs, les hémocultures positives, soit on a un micro-organisme typique dans deux hémocultures séparées en absence d'un foyer infectieux primaire, soit un micro-organisme typique mais isolé dans les hémocultures persistantes au-delà de 12 heures, une hémoculture positive pour le germe Coxiella burnetii ou un titre d'anticorps IgG supérieur à 1 sur 800. Évidence d'une atteinte endocarditique lors des échocardiographies, si le cardiologue nous renseigne qu'il y a des végétations, des abcès ou la présence d'une nouvelle fuite périprothétique. Pour les critères mineurs, on a plusieurs critères mineurs, comme la cardiopathie préexistante ou toxicomanie intraveineuse, fièvre au-delà supérieure ou égale à 38, phénomènes vasculaires comme les embolies artérielles majeures, les infarctus pulmonaires septiques, les anévrismes mycotiques, les hémorragies intracrâniennes, les hémorragies conjonctivales, les lésions cutanées de genre, phénomènes immunologiques comme les GNA, les nodosités d'Osler, les taches de Roth et facteurs hématoïdes positifs. Et enfin, les hémocultures positives, mais qui ne remplissent pas les critères majeurs. On a une sérologie positive pour une infection active avec un germe compatible avec une endocardite infectieuse. Donc, on parle d'une endocardite certaine devant la présence de deux critères majeurs. Par exemple, si on a une végétation avec à l'échocardiographie, avec deux hémocultures positives pour le germe streptocoque. Donc, on conclut avec certitude que le malade est atteint d'une endocardite infectieuse de façon certaine. Si on a un critère majeur et trois critères mineurs, par exemple, si on a deux hémocultures positives pour le staph et on a un fibricule, un malade déjà porteur d'une cardiopathie préexistante avec la présence de taches de Roth positives au fond de. Et enfin, 5 critères mineurs, si on n'a pas de végétation, si on n'a pas les hémocultures sont revenus négatifs, mais on a 5 critères mineurs comme patient porteur d'une cardiopathie préexistante, fibricule, fièvre supérieure ou égale à 38, facteur hématoïde positif, avec tache de Roth au fond d'œil, le malade a fait une embolie pulmonaire septique. D'accord? On a 5 critères mineurs. Dans ce cas-là, on conclut que le malade a atteint d'une endocardite infectieuse certaine. Pour le diagnostic différentiel,
Certaines pathologies peuvent donner le même tableau clinique d'une endocardite infectieuse, comme les ruptures de cordage tendineux de la valve mitrale dans la maladie de Barlow. Donc, comme vous savez tous que la maladie de Barlow est caractérisée par excès de tution au niveau de la valve, ballonisation de la grande et la petite valve mitrale avec des cordages qui sont longs et mais fragiles. Épisode thromboembolique ou poussée d'insuffisance cardiaque congestive. Et enfin, une fièvre après une intervention de chirurgie cardiaque. Généralement, les malades en post-op après une CEC ou chirurgie à cœur ouvert font de la fièvre. Généralement, elle est d'origine inflammatoire. Pour les complications, on a deux types de complications, les complications cardiaques et les complications extracardiaques. Complications cardiaques sont l'insuffisance cardiaque, l'infarctus myocardique par embolie coronaire d'origine septique, les arythmies, les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, comme les abcès lésions des voies de conduction au niveau de l'anneau aortique, surtout au niveau de la commissure non coronaire coronaire droite, les péricardites et enfin les abcès intracardiaques. Pour les complications extracardiaques sont multiples et neurologiques. Le plus souvent, on a des abcès ischémico-hémorragiques, rarement des abcès ou des méningites. Rénal, infarctus rénal fréquent, splénique, infarctus ou des abcès spléniques, artériel périphérique, embolie et anévrismes mécotiques. Et enfin, osseo-articulaire qui donne des arthralgies, des osseo-artites, osseo-artiques. Pour le pronostic, les patients ayant un mauvais pronostic, ce sont les malades ayant des endocardites sur prothèse précoce, les malades ayant dont l'hémoculture sont revenus en faveur du staph doré ou les levures, les malades ayant des végétations, malades ayant fait une insuffisance cardiaque, et enfin les malades opérés en urgence. Vu la fragilité, elle présente toujours de l'infection au niveau cardiaque. Donc, comment traiter ces malades? D'abord, le but du traitement est de rétablir un état hémodynamique correct, éradiquer le germe responsable d'endocardite. Il faut prévenir les complications emboliques et infectieuses. Il faut traiter les complications et les séquelles et enfin l'intérêt de la prophylaxie. Donc, quels sont les moyens? On a déjà parlé de ça dans l'intérêt de la question. Donc, si une affection dans le traitement repose sur le traitement médical et le traitement chirurgical, le premier volet, c'est le traitement médical basé sur une antibiothérapie qui doit être précoce, bactéricide, parentérale à dose importante, de longue durée. Donc, on peut aller jusqu'à 6 semaines de traitement antibiotique. Le traitement doit consister en une bithérapie synergique, donc il faut administrer 2 antibiotiques à la fois, débuter après la réalisation des hémocultures pour ne pas tomber dans le problème des hémocultures négatives. Les doses doivent être adaptées à la clairance de la créatinine. Si on a un malade qui présente une insuffisance rénale modérée, donc la dose à administrer doit être adaptée à la clairance de la créatinine, la fonction hépatique et la mesure des concentrations plasmatiques. La surveillance de la fonction rénale se fait sous aminoside et vancomycine, puisque ces deux antibiotiques peuvent donner des complications rénales, puisqu'ils sont néphrotoxiques. La disparition de la fièvre, le maintien de la périxie, la négativation des hémocultures, la disparition du syndrome inflammatoire biologique sont des meilleurs garants de l'efficacité de l'antibiothérapie. Sans oublier de faire des échotrans thoraciques, des échotrans œsophagiennes de façon répétée si le processus infectieux ne semble pas maîtrisé par une bonne antibiothérapie ou en cas d'apparition d'une dégradation de la fonction hémodynamique. Le traitement empirique en attendant les résultats des hémocultures. L'endocardite subaiguë avec port d'entrée dentaire ou non déterminé, c'est-à-dire on est devant un streptocoque entérocoque, il faut donner de l'apini ou l'amoxicilline associée à un aminoside comme la Genta. Bithérapie pendant 2 semaines, puis monothérapie pendant 4 semaines. Pour les endocardites aiguës avec port d'entrée cutanée ou chez les malades toxicomanes, généralement on est devant un staph. Il faut donner de l'oxacilline associée à un aminoside. Si on est devant un malade qui présente une allergie au bêta-lactamine, il faut donner la Vanco associée à la gentamicine. Chez les malades avec endocardite sur prothèse cardiaque, il faut taper fort, il faut administrer 3 antibiotiques à la fois, la vancomycine, gentamicine et la rifampicine. L'antibiothérapie, elle est toujours adaptée à l'antibiogramme, puisque l'antibiogramme qui va déterminer la sensibilité des antibiotiques envers tel ou tel germe.
sans oublier de faire la cure du foyer infectieux original, c'est-à-dire l'éradication de la porte d'entrée. Doit être réalisée durant l'antibiothérapie, si possible avant l'intervention chirurgicale cardiaque, s'il doit y en avoir une. Pour le volet chirurgical, la chirurgie peut s'envisager dans deux circonstances très différentes, soit après la stérilisation de l'infection, c'est-à-dire après avoir complété le traitement antibiotique. On parle d'une endocardite infectieuse stérilisée. L'indication chirurgicale des lésions séculaires va être posée à distance de l'épisode d'infection en fonction de la tolérance de la cardiopathie valvulaire, le plus souvent, vu les difficultés majeures et spécifiques, soit à la phase aiguë, c'est-à-dire devant une infection non guérie ou non jubilée par un traitement antibiotique. Mais le problème qui se pose aux chirurgiens, c'est la fragilité des tissus valvulaires. La chirurgie qui se fait dans une atmosphère septique, donc il peut y avoir une infection sur le matériel prothétique nouvellement implanté ou la propagation de l'infection au-delà de l'anneau. Donc, quelles sont les indications? Le traitement antibiotique est le pilier thérapeutique et doit être débuté sans retard après avoir réalisé des hémocultures. Pour les endocardites stérilisées, l'indication est posée sur des signes de mauvaise tolérance clinique de l'insuffisance aortique. L'indication opératoire urgente ou semi-urgente peut révéler de trois causes principales. Soit on a une indication hémodynamique devant un état de choc cardiogénique ou apérifaractaire ou une incidence cardiaque non contrôlée. Les indications infectieuses, si on est devant une infection non contrôlée, comme les infections locales non contrôlées, à présence d'abcès, fistules, faux anévrisme, végétation de grande taille, fièvre persistante, hémoculture positive au-delà de 7 à 10 jours, infection causée par un champignon ou micro-organisme multirésistant. Pour les indications anatomiques, le chirurgien doit intervenir pour prévenir les accidents emboliques, soit devant une embolie récidivante, soit on est devant une végétation volumineuse qui dépasse 10 mm de diamètre, avec un facteur potentiellement emboligène, ou on est devant une végétation de très grande taille qui dépasse 15 mm mais isolée. En cas d'AVC constitué, il faut attendre 4 semaines entre la survenue du déficit et l'intervention si on est devant un AVC hémorragique. Ce délai est ramené à 2 semaines pour les accidents ischémiques. L'existence d'un coma est une contre-indication absolue à la chirurgie, puisque le malade sera mis sous traitement anticoagulant. La surveillance constitue également un des piliers de la prise en charge thérapeutique. Elle est à la fois clinique, biologique par les hémocultures jusqu'à la négatisation. La biologie également, syndrome inflammatoire par la CRP, etc. Et morphologique par les échocardiographies répétées en fonction de l'évolution. Les résultats, l'évolution dépend de multiples facteurs, le terrain, ce que les sujets jeunes, âgés, tarés, non, l'état clinique, le germe responsable et les difficultés opératoires rencontrées lors de la prise en charge thérapeutique. La mortalité, on déplore, elle est malheureusement élevée, on déplore 15 à 20% de décès dans les endocardites sur valve native. Ce taux est malheureusement plus élevé chez les malades porteurs de prothèses cardiaques, qui varie entre de 20 à 30%. Le risque de récidive varie entre 0,3 et 2,5% par an, mais plus rare chez les malades chez qui on a réalisé des interventions à cœur ouvert avec des homogreffes ou intervention de Ross. Intervention de Ross, c'est de remplacer la valve aortique par la valve pulmonaire. La survie globale à 6 mois, elle est de l'ordre de 75% des cas. Pour le traitement préventif, il est très important, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut faire la prophylaxie antibiotique chez tout patient à risque lors des gestes à risque. Il faut enfin avoir une carte de prévention et d'éducation. Le take-home message, toute fièvre prolongée explique chez un patient à risque et une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Comme conclusion, l'endocardite infectieuse est une maladie grave, greffée d'une lourde mortalité. Son diagnostic n'est pas toujours évident et facile et repose sur des critères cliniques, bactériologiques et échocardiographiques. Les résultats sont améliorés par un diagnostic précoce, une prise en charge médicale en urgence et une chirurgie à temps. Néanmoins, la prévention reste le meilleur traitement de cette infection grave.
et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette belle présentation. Nous nous excusons de n'avoir pas vite réagi. C'est lié à des problèmes pour conserver le silence quand vous parlez, en fait. Merci à tous. Nous allons passer à la deuxième phase de cette communication, de ce webinaire de ce soir. C'est la phase de questions-réponses. Si vous avez des interrogations, des apports, des partages d'expériences par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est l'endocardite infectieuse, je vous prie de lever la main et nous allons donner la parole pour que vous puissiez intervenir. Merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des apports. Apparemment, tout est clair, hein? Pas de questions aujourd'hui. D'accord. S'il n'y a pas de questions, professeur, je vais vous redonner la parole euh, pour votre mot de fin et en même temps, ce que vous pensez vraiment important qu'on peut garder sur la thématique de ce jour. Merci. D'abord, je remercie énormément l'association REMA de m'avoir donné la parole de parler ou de partager notre expérience avec les médecins africains sur cette pathologie qui est grave. Excusez-moi, professeur, il y a Monsieur Scott qui a levé la main. Je vais rapidement lui donner la parole avant de vous D'accord. redonner la parole, si vous le permettez. Monsieur ou Madame Scott, vous avez la parole. Bonsoir. Moi, c'est Scott, étudiant en médecine depuis le Sénégal. Déjà, merci. Je tiens à vous remercier, professeur, pour votre brillante présentation. C'était vraiment très, très didactique. Au niveau du traitement, j'ai vu, vous avez parlé de la carte de prévention. J'aimerais en savoir un tout petit peu plus. Est-ce que la prévention concerne les patients cardiopathes? Est-ce que ce sont des patients à risque d'infection bucco-dentaire à répétition? J'aimerais que vous nous en disiez un tout petit peu plus. La carte, Scott, je vous remercie, monsieur, pour votre pertinente question. Donc, la carte de prévention, elle est préconisée chez les malades qui portent des cardiopathies, que ce soit à haut risque ou à risque moindre. D'accord? Surtout on est toujours exposé à faire des soins dentaires, d'accord? Il faut que ces malades porteurs de cardiopathie informent leur médecin ou les dentistes avant de subir des soins dentaires qu'il est nécessaire de recevoir un traitement antibiotique préalable avant de commencer ces soins dentaires, d'accord? Pour prévenir l'endocardite infectieuse. Donc, chaque malade porteur d'une cardiopathie à risque élevé doit présenter cette carte devant la réalisation de n'importe quel geste invasif, soit dentaire, digestif, urinaire, etc. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si Monsieur Scott est là, s'il a eu sa réponse ou pas. Monsieur Scott, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, tout a été très clair. Merci pour ça. D'accord. Merci à vous aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions avant que je ne donne la parole au professeur pour son mot de fin et son petit résumé sur la thématique de ce jour. Je pense qu'il y a plus de main levée. Professeur, vous avez la parole. Oui, Mais nous d'abord, n'avons pas eu la chance de voir votre visage ce soir. non, j'ai un problème pour la caméra D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez la parole en tout cas.
Donc, je remercie énormément l'association vraiment de m'avoir donné la parole pour partager notre expérience avec nos amis les médecins africains sur cette thématique ou cette affection grave, l'endocardite infectieuse. D'abord, c'est pour sensibiliser ces jeunes médecins sur la gravité, malheureusement, de cette affection, d'accord? Sur les moyens qu'on dispose, que ce soit médical ou chirurgical, pour lutter contre cette affection grave qui a un taux malheureusement un peu élevé de mortalité qui varie entre 15 et 20% des cas. D'abord, et j'espère qu'on fera également d'autres présentations concernant d'autres pathologies comme les ischémies, les valvulopathies, etc. Ce sera vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir à tout moment où vous serez disponible pour partager la connaissance. Parce que au sein de la communauté RIMA, nous aimons également partager, discuter et apprendre, nous actualiser au jour le jour. Nous serons très, très heureux et très ravis de vous revoir. Et franchement, merci à vous pour cet exposé qui était vraiment didactique, qui était vraiment explicite et puis très clair. Merci à vous d'avoir été des Merci beaucoup, nôtres. Nous Pascaline. remercions, nous sommes vraiment gratifiantes. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée. Merci, professeur. Merci. Merci déjà à Rosario qui a partagé avec vous la procédure d'obtention de l'attestation. Donc, c'est pas compliqué. C'est la même chose qu'on fait tout le temps. Il suffit d'aller au niveau de notre plateforme RIMA Learning. Vous appuyez sur obtenir une attestation. Justement, il faut rechercher la formation de ce jour. Vous cliquez sur obtenir une attestation. Vous suivez la procédure, c'est-à-dire répondre à des questions, avoir 60% de bonnes réponses et vous pourriez avoir l'attestation d'aujourd'hui. Je profite pour vous annoncer le webinaire du samedi prochain qui a pour thème l'addiction à l'alcool. C'est un sujet très important dans la mesure où l'alcool est quelque chose de beaucoup pris par nos patients qui font des intoxications et tout. Donc, il est important que vous puissiez venir suivre ce webinaire du samedi prochain sur l'addiction à l'alcool. Je vous remercie.